Monsalva vous propose aujourd'hui Le christianisme, religion d'État par Jean-Pierre Rossen. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Imaginons un soir de cette année 325 ce que le présentateur d'un journal télévisé aurait pu rapporter sur l'arianisme. Il aurait tout naturellement, avant la prise d'antenne, fait des recherches sur la question. J'ai fait de même. Et après avoir consulté l'excellent ouvrage de Georges Labouisse sur les Visigoths, l'incontournable Atlas d'Ubi, différents articles de la revue Historia, tout comme nos anciens manuels scolaires, et naturellement aussi ce qui est diffusé par Internet. Je vous propose maintenant, sans plus attendre, de vous faire part des fruits de cette récolte. La question consiste à se demander pourquoi une discussion dogmatique sur les relations entre Dieu le Père, Jésus et le Saint-Esprit a entraîné dans les populations de l'époque des conséquences que sans doute les pères conciliaires de Nicée n'avaient pas imaginées, avec l'éclatement de la famille chrétienne entre Nicéens et Ariens. Leur relation entre le Père et le Fils a tourmenté les esprits. Il ne semble pas qu'il en fût de même avec le Saint-Esprit. Remettons ce débat qui s'est clos dans le temps, sans drame, dans le cadre géopolitique de cette époque. Quelles étaient les populations en présence? D'un côté, le monde romain. Nous le connaissons. Nous en avons longuement parlé lors de notre dernière conférence. Il sort d'une profonde mutation politique et religieuse. L'empereur est maintenant déifié pour lutter contre la nouvelle religion. Avec l'arrivée de Constantin, cette nouvelle religion va être acceptée. Le paganisme est progressivement abandonné au profit d'un christianisme qui se structure. Et de l'autre, un monde que les Romains vont qualifier de barbare, c'est-à-dire regroupant les non-romains, habitant principalement dans un territoire délimité, au sud par la chaîne alpine, au nord par les rives de la Baltique, à l'ouest par l'Atlantique et à l'est par l'Asie. Cette région, large de 5000 km et haute de 2000, a fait l'objet au cours du temps d'un double peuplement, s'ajoutant au peuplement autochtone, formant ainsi un agrégat composé de peuples disséminés, mais partageant une approche spirituelle et un monde de vie commun. Mais qui étaient ces peuples et d'où venaient-ils? Il y a ceux qui viennent de l'Est, depuis la plus haute antiquité. Les groupes indo-européens venus par vagues successives des steppes d'Asie, les Kourganes, les Cimériens, les Scythes. Ces peuples vont se mélanger entre eux et constituer au fur et à mesure l'entité celte, dont les déplacements en aller et retour à l'intérieur de cette zone vont faire profiter à la totalité du groupe des progrès réalisés par les peuples d'Orient, notamment en matière d'élevage, par l'apprivoisement des espèces, d'amélioration des techniques agricoles et surtout du travail des métaux. À tel point que la civilisation celte est désignée pour nous Européens par les innovations dans le domaine technique, dans le travail du fer, avec les périodes bien connues
du Hallstatt et de l'Athènes. Et puis, il y a les peuples venus du Nord. L'explorateur romain Pythéas partit de Marseille au IVe siècle avant Jésus-Christ. Il navigue jusque dans la mer Baltique. Il découvre la Scandinavie. Il croise une grande île. Il l'appelle l'île de Gotland. Ses compatriotes savent maintenant qu'il existe d'autres peuples vivant de ce qu'on pourrait appeler le Grand Nord, bien au-delà de leur monde méditerranéen. Les Goths peuvent maintenant entrer dans l'histoire. Ils vont descendre sous l'autorité de leurs deux familles royales, les Baltes et les Amals, à partir du 1er siècle, sans doute à cause des conditions difficiles. Il est vrai que leur région d'origine, avec cette alternance de longues périodes de jour et de nuit et de froid, est propice au départ. Ainsi, progressivement, ils vont descendre vers le sud-ouest, rencontrant d'autres peuples, après avoir mis le pied entre le Danemark actuel et les pays baltes, où ils vont rencontrer d'autres peuples, les Saxons, les Proto-Francs, les Burgondes. Comme cela se passe bien souvent, certains restent sur place et d'autres préfèrent continuer leur chemin. Ils parviennent dans les Balkans et s'agrègent aux peuples existants pour une nouvelle fois constituer une nouvelle entité qui va s'opposer à l'Empire. Mais, comme leur présence est récente, ils demeureront entre eux, conservant ainsi leur identité, et demeureront un certain temps inconnus des Romains. Les autres barbares, ceux qui sont connus, seront désignés en fonction des lieux de leur implantation. Il se dessine que deux groupes humains sont en présence. Dans le monde romain, la règle principale, c'est une règle fusionnelle entre l'homme romain pris individuellement et l'ensemble organisé, hiérarchisé, dans lequel il évolue. Le monde barbare, quant à lui, est basé sur la prééminence absolue de la famille clan. Seul pôle de référence, il ne faut pas oublier qu'à l'origine, ils évoluaient dans un monde de nomades. Après ce bref rappel sur l'évolution des peuples barbares, qui ont conduit en Europe centrale à la création de l'entité celto-wisigoth, quelle conclusion peut-on tirer du débat au regard de l'arianisme? On peut constater tout d'abord que le support religieux de ces différents peuples présentait des similitudes avec le christianisme, tout comme la mythologie romaine ressemblait à la mythologie grecque. La grande déesse mère peut s'apparenter à la Vierge Marie. La lutte du bien et du mal est commun au paganisme barbare et au christianisme, tout comme le cercle de famille, proche de l'idéal de la Sainte Famille, et la vision d'une certaine vie dans l'au-delà, ainsi que la présence de l'eau vivifiante des barbares et l'eau du baptême, source de vie pour les chrétiens. Les événements de ce début du IVe siècle n'ont pas entraîné de conflit entre religion païenne et religion chrétienne.
le christianisme semble avoir été plutôt bien accepté. Une fois encore, le rôle des druides dans le monde dit barbare doit être rappelé. L'extension de la citoyenneté romaine par l'empereur Caracalla a sans doute facilité la compréhension des apports du monde romain par l'extension de la langue latine, mais aussi grecque. Pourtant, une difficulté a surgi. Du choc d'un principe religieux reçu comme étant contraire à la coutume. Le christianisme n'est pas rejeté, mais l'égalité entre le Père et le Fils suscite une incompréhension, voire un rejet. Cette égalité porte atteinte à la structure même de la société. La famille est le pivot de la société celte. Le Fils ne pouvait en aucun cas être l'égal du Père. L'accepter, c'était introduire au sein des familles la zizanie et le désordre. L'interprétation, l'acceptation d'un même concept existant dans deux systèmes différents a nécessité plus d'un siècle d'explications aux populations de l'époque avant que celles-ci comprennent et acceptent qu'il n'y a pas en fait d'opposition entre les deux systèmes, mais seulement que le principe en cause évoluait dans des sphères différentes, avec chacune leurs propres règles. Les Romains avaient raison. La religio, c'est l'union de tous. C'est un ciment civil. Et la superstitio, qui aujourd'hui prend le sens de religion, ne concerne qu'un sous-ensemble de celui-ci, mais englobé dans l'union générale. De nos jours encore, le débat entre le civil et le religieux est toujours, hélas, vivant. Seule l'éducation, la diffusion de la culture, les explications renouvelées, associées à une bonne volonté et naturellement à une ouverture d'esprit, permettront d'éviter des conflits qui conduisent au malheur de l'humanité. L'histoire nous a offert avec ces événements une bonne leçon sur la nature des sociétés. Les hommes semblent avoir pourtant du mal à retenir les enseignements du passé, et surtout à les assimiler pour comprendre le temps présent. Je terminerai néanmoins sur une note d'optimisme, car à la longue, comme l'on dit, tout finit par s'arranger. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi cette vidéo et retrouvez nos prochains documentaires sur notre chaîne YouTube.